Chers téléspectateurs, nous vous saluons de partout où vous êtes. Vous êtes à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Vous êtes à Brazzaville et partout ailleurs. Nous avons le réel plaisir de vous présenter l'émission Parlons les droits. Et à ce jour, nous recevons pour vous un juriste, un homme de droit. Avec lui, nous allons essayer d'analyser une question importante de droit. Comme je le disais tantôt, nous recevons pour vous Monsieur Mushila Mulenga Louis. Avec lui, nous allons parler en long et large en ce qui concerne l'organisation de l'appareil judiciaire congolaise. Bonjour, Monsieur Louis. Bonjour, mon cher Léon. Voilà, nous sommes ravis de votre présence et d'avoir accepté notre invitation. Voilà, nous allons avec vous partager ces grands sujets. Est-ce que pouvez-vous parler de l'organisation de l'appareil judiciaire congolaise? Comment l'appareil judiciaire congolais est organisé selon la hiérarchisation de l'appareil judiciaire? Merci beaucoup, mon cher Léon. Avant de répondre à cette question, il faudrait indiquer qu'on ne peut pas parler de l'appareil judiciaire sans au préalable parler du pouvoir judiciaire. Il faut dire à cet effet que le pouvoir judiciaire, c'est un pouvoir qui est organisé comme un pouvoir de l'État. L'article 149 de la Constitution de notre pays a institué le pouvoir judiciaire. Lorsque vous allez lire l'alinéa 1 de l'article 149, il est dit que le pouvoir judiciaire est dévolu aux cours et tribunaux. Et qui sont ces cours et tribunaux? La loi indique que le pouvoir judiciaire est exercé par la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation, le Conseil d'État, ainsi que les cours et tribunaux civils et militaires. Vous allez comprendre à ce point de vue, mon cher Léon, que les constituants de 2006 a eu à instituer 3 ordres juridictionnels. Et ces 3 ordres juridictionnels consistent en ce que le premier ordre concerne la Cour constitutionnelle. Le deuxième ordre juridictionnel concerne l'ordre judiciaire qui est chapeauté par la Cour de cassation. Et le troisième ordre est l'ordre administratif qui est chapeauté par les conseils d'État. Il faut dire que les constituants de 2006 a eu à apporter une certaine innovation parce qu'avant 2006, nous étions dans un système d'émonisme judiciaire. On ne savait pas distinguer l'ordre judiciaire de l'ordre administratif ou même parler de la Cour constitutionnelle. Il y avait un monisme judiciaire, ce qui fait que la pyramide judiciaire était coiffée par la haute juridiction de l'État qu'on appelle la Cour suprême de justice. Alors, monsieur Louis, qu'est-ce que nous pouvons entendre par la Cour suprême? Parce qu'aujourd'hui, actuellement, la Cour suprême n'existe plus. Il y a la Cour constitutionnelle, il y a le Conseil d'État et il y a aussi la Cour de cassation. Alors, à quoi consistait la Cour suprême? Tout à fait. Comme je venais de le dire, la Cour suprême de justice était la haute cour qui chapeautait la pyramide judiciaire. Elle avait à son sein 3 sections qui sont la section législative, la section judiciaire et la section administrative. Ce sont donc ces 3 sections qui, avec la réforme instituée par la Constitution de 2006,
qui se sont mués en des cours à part entière, ayant engendré même des ordres juridictionnels. C'est pourquoi vous allez voir que la section législative, aujourd'hui, constitue ce qu'on appelle une cour à part entière, qui est la Cour constitutionnelle. La section judiciaire, aujourd'hui, c'est la Cour de cassation, qui a bien entendu, qui chapeaute bien entendu l'ordre judiciaire. Et la section administrative, elle, a donné naissance à l'ordre administratif, dont le Conseil d'État et la juridiction. Par rapport à ce que vous venez de dire, est-ce que... Et il faudrait aussi, pour ne pas vous couper, il faudrait aussi retenir que chaque ordre judiciaire a une compétence qui lui est dévolue. Exactement. Donc la Constitution a eu, dans sa manière de régenter les choses, à consacrer des compétences conformément à la loi pour chaque ordre judiciaire. Et parmi ces trois cours, la Cour législative, la Cour de cassation qui gère la Cour constitutionnelle, que voulais-je dire, et le Conseil d'État qui gère l'administration, le contentieux administratif, et la Cour de cassation. Quelle est la Cour, comme nous le disons, la plus saillante par rapport aux autres? Bon, je voudrais un peu éclairer l'opinion par rapport à la compétence, parce que lorsque vous êtes en train de me poser la question, vous avez fait un esquisse par rapport à la compétence de chaque juridiction. Il faudrait que l'opinion soit fixée, que en ce qui concerne la Cour constitutionnelle, le constituant a donné à cette Cour une compétence bien définie. Et la Cour constitutionnelle, partant du pouvoir qui lui reconnaît, cette Cour avait été instituée pour assurer les contrôles de la constitutionnalité de loi et des actes ayant force de loi. Donc essentiellement, la Cour constitutionnelle, dans sa compétence, elle a plutôt, si je ne m'abuse pas, elle a la compétence d'examiner la constitutionnalité des lois. Cela revient à dire que la Cour constitutionnelle a été instituée pour chercher à examiner si toute loi qui est prise, que ce soit par l'Assemblée nationale, que ce soit par le Sénat, que cette loi-là soit bien entendu conforme à la Constitution. Même les actes ayant force de loi. Vous vous souviendrez, il n'y a pas longtemps, avec la pandémie de la Covid-19, le président de la République a eu à prendre une ordonnance tendant à décréter l'état d'urgence. Il y a des voix qui se sont levées pour dire l'ordonnance qu'avait prise le chef de l'État n'était pas conforme à la Constitution, il aurait violé la Constitution. Et une autre opinion qui soutenait non, l'ordonnance prise par le chef de l'État est conforme à la Constitution. Et pour couper court, la Cour constitutionnelle avait été saisie à cet effet et la Cour constitutionnelle s'est décidée pour dire non, l'ordonnance prise par le chef de l'État en rapport avec l'état d'urgence est conforme à la Constitution. Vous comprendrez, mon cher Léon, que la Cour constitutionnelle, dans les pouvoirs qui lui sont reconnus, dans sa compétence, la Cour est là pour examiner la conformité des lois et des actes ayant force de loi si ils sont conformes à la Constitution. Alors, je voudrais y aller de manière tout à fait pédagogique, parce qu'il n'y a pas que seulement le contrôle de constitutionnalité des lois, mais la Cour constitutionnelle également a été instituée pour examiner les contentieux des élections présidentielles et législatives.
Quand vous parlez de contentieux électoral, il y a les députés nationaux et les députés provinciaux. Est-ce que la Cour constitutionnelle connaît aussi les contentieux pour les députés provinciaux ou il se limite qu'au niveau de la présidence ainsi que des députés nationaux? Les élections provinciales... Parce que vous parliez Les élections provinciales relèvent, quand il y a contentieux, en ce qui concerne les élections provinciales, ce sont les cours administratives d'appel au niveau de province qui sont habilités pour examiner ces contentieux-là. Mais parlant de la Cour constitutionnelle, je suis en train de parler des élections présidentielles et législatives. Il faut aussi dire, monsieur Léon, pour fixer les téléspectateurs qui nous suivent, parce que c'est le droit à la portée de tous, parce que tu m'avais rappelé autrefois que cette émission n'est pas seulement en français, c'est une émission qui est faite pour permettre à ce que tout le monde nous comprenne, même à Lingala, on peut s'exprimer. Exactement. Je voudrais aussi dire qu'en ce qui concerne la Cour constitutionnelle est le juge du président. Oyo Hassan Bissaka, président de la République, Oyo Hassan Bissaka, premier ministre, pour ba infraction oyo bango basali ezala na musala na bango ezala à l'occasion ya musala na bango. Pour dire en français, la Cour constitutionnelle est compétente en matière pénale pour juger le président de la République et le premier ministre pour des infractions politiques telles que la haute trahison, l'outrage au Parlement, l'atteinte à l'honneur, à la probité, les délits d'initiés, mais aussi pour toutes les infractions que le président de la République ou le Premier ministre aurait commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Donc vous comprendrez qu'avec les constitutions de 2006, le président de la République, tout comme le Premier ministre, qui sont des têtes d'affiche dans un État, peuvent aussi être inquiétés. Donc la Cour constitutionnelle est là pour ce faire. Parlons de la Cour de cassation. Parce que c'est la Cour de cassation qui chapeaute l'ordre administratif, l'ordre judiciaire, pour être très circonspect. La Cour de cassation, c'est la haute cour dans l'ordre judiciaire qui reçoit les pourvois en cassation contre toutes les décisions rendues en dernier degré par les cours et tribunaux. C'est-à-dire parce qu'il n'est pas à oublier que dans le droit de procédure, le principe de double degré de juridiction est reconnu pour garantir la bonne justice. Lorsque une personne n'est pas d'accord avec la décision rendue par le premier juge, cette personne peut se pourvoir en appel pour voir que le juge d'appel puisse réformer la décision entreprise par le juge en cours, c'est-à-dire le premier juge. Alors si au niveau d'appel, le justiciable n'est pas toujours satisfait du travail abattu par le juge d'appel, ce justiciable n'a plus d'autre choix que de saisir la Cour de cassation pour que la Cour de cassation puisse bien entendu examiner du point de vue de la forme si la procédure suivie par le juge jusqu'à la décision avait été révisée. Oui, je vous ai bien suivi, monsieur Louis. Et par là, vous voulez dire que la Cour de cassation, c'est le dernier ressort en matière judiciaire? La Cour de cassation pour l'ordre judiciaire, c'est le dernier rempart. Parce qu'elle examine les pourvois en cassation. Mais du point de vue matériel, cette Cour de cassation peut aussi siéger en premier et dernier ressort. Parce qu'il y a des justiciables ou des personnes. S'il vous plaît, vous pouvez expliquer à nos téléspectateurs ce qui veut dire le premier ressort
et deuxième ressort, puisque ce sont des termes comme ça qui sèment confusion dans des têtes de plusieurs. Alors, je parle des premiers et derniers ressorts. Donc, lorsque la Cour de cassation siège en premier et dernier ressort, c'est-à-dire elle rend une décision qui n'est plus attaquable. Elle siège en premier et dernier ressort. Et dans quel contexte la Cour de cassation peut-elle statuer en premier et dernier ressort? Oui, monsieur Léon, la Cour de cassation statue en premier et dernier ressort lorsque elle statue pour toutes les infractions que les membres du gouvernement commettent, la Cour de cassation est leur juge naturel. Les magistrats de la Cour constitutionnelle qui commettent des infractions, les membres de la Cour constitutionnelle bien entendu, les magistrats de la Cour de cassation elle-même, les magistrats du Conseil d'État, sans oublier les magistrats des parquets qui sont rattachés. Parce qu'il faut savoir qu'à chaque juridiction, il y a un parquet qui lui est rattaché. Les présidents des assemblées nationales, les ministres provinciaux, toutes ces personnes, lorsqu'elles s'évertuent à commettre une infraction, elles se verront être traînées devant la Cour de cassation pour être jugées à cet effet au pénal. Donc vous allez comprendre que toute personne peut être jugée. Il n'est pas de dire voilà parce qu'on est magistrat à la Cour de cassation, on ne fait pas. Non, mais la Cour de cassation peut vous inquiéter à cet effet. Donc vous allez comprendre que la Cour de cassation ne reçoit pas seulement des pouvoirs en cassation, mais elle a aussi des personnes. Ce sont des personnes qui bénéficient des privilèges de juridiction, et ces personnes-là peuvent être entendues et poursuivies devant. Ok, chers téléspectateurs, vous allez suivre cette émission, vous suivez cette émission sur la chaîne Royal TV. Et je pense que toutes les questions que vous avez relatives au droit, en matière de droit, appelez-nous sur le numéro affiché sur le bas de vos petits écrans. Je pense que même s'il faut tout quitter dans la caméra, parce que peut-être il y a une confusion dans Moussala, Bisika Bozosala, Bisika Bozali, qui nécessite une explication peut-être à droit. Il y a un numéro affiché, Benga Bisso, Bisika Bozali, Toko Sungana, pour que lumière et Pesama. Alors, monsieur Louis, qui nomme le juge de la Cour constitutionnelle ainsi que d'autres instances, d'autres juridictions plutôt? Merci mon cher Léon. Il faut retenir à cette question que le pouvoir est reconnu au président de la République. C'est le président de la République qui nomme les magistrats de la Cour constitutionnelle, du Conseil d'État, tout comme ceux de la Cour de cassation, ainsi que de parquets qui leur sont rattachés. Mais il faudrait indiquer qu'en ce qui concerne la Cour constitutionnelle, la Cour constitutionnelle est composée de 9 membres. Et ces membres, quelles sont ces règles? Il y a 3 membres qui viennent du Parlement, après que le Parlement se soit réuni en congrès, désigne 3 membres qui doivent animer la Cour constitutionnelle. Il y a aussi le président de la République qui s'est choisi 3 membres de sa propre initiative. Il y a également le Conseil supérieur de la magistrature qui propose aussi, ce qui fait qu'au total 9 membres, et ces 9 membres sont soumis à la diligence du président de la République qui va prendre une ordonnance les nommant. Donc c'est de cette manière-là, les magistrats, que ce soit les magistrats du Conseil d'État, que ce soit de la Cour de cassation ou même de la Cour constitutionnelle, tous sont nommés par le président de la République. Okay. Alors,
dans notre pays, la RDC, il y a combien de cours constitutionnels, il y a combien de conseils d'État et également il y a combien de cours de cassation pour fixer l'opinion qui nous écoute. Je dirais que ça, c'est une question qui paraît un peu banale, mais très importante, parce que les téléspectateurs qui nous suivent, tous ne sont pas juristes, mais pour répondre de manière aussi sommaire, c'est que pour notre pays, dans le droit positif congolais, nous n'avons qu'une seule cour constitutionnelle et nous n'avons également qu'une seule cour de cassation qui chapeaute la pyramide judiciaire, l'ordre judiciaire. Nous n'avons également qu'un seul conseil d'État qui chapeaute bien entendu la pyramide administrative. Alors, cette question, j'ai voulu la poser, je vais la poser à Lingala. Vous avez parlé de pyramide. Alors, selon pyramide judiciaire ou juridique, quelle est la cour qui est au sommet du pyramide? Dire qu'il y a une cour au sommet de la pyramide, je vous ai dit qu'il y a 3 ordres juridictionnels. Certains admettent 2 ordres. Nous parlons de 3 ordres juridictionnels parce que la cour constitutionnelle, c'est une cour à part entière qui a une connotation essentiellement politique. Elle demeure. Nous avons la cour de cassation, nous avons le conseil d'État. Donc ce sont des cours, chacune des juridictions chapeaute son ordre. Je ne saurais pas dire ici que la cour constitutionnelle est une juridiction d'un degré supérieur que la cour de cassation ou le conseil d'État, parce que toutes ces juridictions, ce sont des hautes juridictions du pays et chacune des juridictions chapeaute l'ordre suivant les dispositions constitutionnelles. Mais sur le plan protocolaire, on pourrait dire par exemple, comme le président de la Cour constitutionnelle, il est à la fois le président du Conseil supérieur de la magistrature. Peut-être que sur le plan protocolaire, on pourrait lui dévoluer cette préséance, mais à tout le moins, du point de vue constitutionnel, ce sont des hautes cours dont chacune des juridictions est en train d'assumer ses compétences conformément à la loi. Ok. Chers téléspectateurs, comme je le disais, il y a un numéro affiché au bas de vos petits écrans. Si vous avez une question de droit, au travail, partout où vous êtes, appelez-nous. Ensemble, nous allons essayer un peu de décortiquer la question et peut-être trouver une question. Appelez-nous ou faites-nous un message, ça sera très important. Oui, monsieur Louis, il y a une agitation dans la ville de Kinshasa suite à une motion proposée par Obeminaku à l'Assemblée nationale. Alors, vous, en tant que juriste, en tant que praticien de droit, quelle est votre analyse que vous faites par rapport à cette loi proposée à l'Assemblée nationale par l'honorable Obeminaku? Merci, cher Léon. Je savais qu'en m'invitant sur votre plateau, je n'y sortirai pas sans que vous puissiez me poser cette question qui défraye la chronique à travers la ville de Kinshasa. Il faut ici préciser qu'il ne s'agit pas d'une motion, mais c'est plutôt, il s'agit d'une proposition de loi. Exactement. Qui avait été initiée par l'honorable Obeminaku et l'honorable Sakata. Cette proposition de loi tend à modifier le statut des magistrats, parce que dans cette proposition de loi, on propose que le ministère public puisse dépendre directement du ministre de la Justice du point de vue fonctionnel, c'est-à-dire le ministre de la Justice aura une certaine emprise sur le parquet. Le parquet ne peut entamer des poursuites, même si le parquet plutôt a entamé des poursuites, le ministre de la Justice a le pouvoir d'ordonner que les poursuites soient éteintes. Le pouvoir d'impulsion qu'avait le ministre de la Justice va s'émuer
en pouvoir d'injonction. Donc, le ministre de la Justice devra avoir une certaine prérogative d'injonction sur le parquet. À tout moment, il peut dire au parquet de ne pas poursuivre un délinquant ou un infracteur, peut-être pour des raisons que le ministre de la Justice aurait en ce qui les concerne. Mais aussi, dans cette proposition de loi, il est également démontré que le ministre de la Justice émet le vœu qu'il soit aussi membre du Conseil supérieur de la magistrature. Alors que du point de vue constitutionnel, le Conseil supérieur de la magistrature, c'est un organe de gestion. Pour le magistrat, c'est un organe autonome. Donc, à ce point de vue, nous constatons qu'il y a une certaine interférence de l'exécutif dans le pouvoir judiciaire. Alors que, des constitutionnels, il est indiqué la séparation du pouvoir, qui est un principe sacro-saint, qui avait été prôné par John Locke. Ce principe également a été défendu par Montesquieu, et les constitutions des nations civilisées au monde, ceux qui prônent la démocratie comme leur régime, ne peuvent s'en passer sans pour autant privilégier ou faire prévaloir les principes de la séparation de pouvoir. C'est là où nous comprenons que l'attitude de nos estimés honorables est anticonstitutionnelle. Anticonstitutionnelle parce que le ministère public ne serait plus à l'aise dans sa manière de faire le travail. Parce que même si aujourd'hui on pourrait parler de l'état de droit, comme je l'avais dit à votre invitation passée, parce qu'on a parlé de l'état de droit, on ne peut pas parler de l'état de droit sans une bonne justice. Et la bonne justice passe d'abord par l'officier du ministère public, qui est là pour veiller sur la régularité des actes législatifs et réglementaires. Lorsque l'ordre public est troublé, c'est le ministère public qui est le premier à pouvoir traquer les délinquants. Le ministère public, il est là comme un traumatisme permanent pour les délinquants. Alors si le ministère public, on lui enlève la substance de son pouvoir, vous allez comprendre que l'action publique ne sera pas efficace. Avant que le dossier arrive devant une juridiction compétente, c'est d'abord le ministère public qui sait les filtrer et juge de l'opportunité des poursuites. Mais si aujourd'hui, le ministère public a été dépossédé de la substance de son pouvoir, parce que l'exécutif voudrait à tout prix interférer dans le pouvoir judiciaire, vous comprendrez que l'état de droit risque de tomber en décadence. Alors si aujourd'hui cette proposition de loi passait à l'Assemblée nationale, quelles seraient les conséquences? Merci M. Léon. Je pense que dans la légistique, il y a une procédure à suivre. Ce n'est pas pour rien qu'il y a le Sénat. Lorsque l'Assemblée nationale adopte, le Sénat, la loi doit passer au Sénat pour que le Sénat aussi puisse en faire lecture. Si au Sénat ça passe, mais c'est une loi organique. Cette loi organique, avant d'être promulguée, comme le veut la Constitution, toute loi organique ne peut pas être promulguée par le président de la République sans que cette loi-là passe au contrôle des constitutionnalités. C'est vrai, je dis, la Cour constitutionnelle a été instituée pour assurer les contrôles des constitutionnalités des lois et des actes ayant force de loi. Alors si cette loi passée ou bien a été soumise à l'examen du juge constitutionnel, le juge constitutionnel va se mettre à l'évidence de ce que la Constitution prévoit. Parce qu'il y a des principes constitutionnels, la séparation de pouvoirs. Les pouvoirs législatifs ne peuvent pas interférer dans le pouvoir judiciaire. Et au regard de tout cela, l'autonomie de gestion du Conseil supérieur de la magistrature, qui ne peut souffrir d'aucune interférence quelconque,
Mais au vu de tous ces éléments, je pense que la Constitution de la République est éloquente en ce qui concerne le partage de pouvoir. Je pense, à mon humble avis, que cette loi-là ne pourrait pas passer devant le juge constitutionnel. Vous ne trouvez pas qu'avec l'adoption de cette loi, ça peut créer une instabilité dans l'appareil judiciaire ou sur le plan judiciaire? Une instabilité, je dirais que la justice, comme je l'avais dit, elle est le garant des libertés publiques et des droits fondamentaux. Et lorsque la justice n'est pas bien sécurisée, quand je parle de la justice, là je parle du pouvoir judiciaire. Si le pouvoir judiciaire n'est pas garanti en toute indépendance par la Constitution, vous allez comprendre que cela aura un impact négatif sur l'éclosion d'un état de droit. C'est pourquoi tout le monde veille. D'ailleurs, j'ai appris que les magistrats sont en train de s'organiser pour lever leur voix contre cette proposition de loi. Et j'ai vu également la masse populaire qui se soulève. Donc tout le monde n'est pas d'avis à ce que cette proposition de loi puisse passer. Donc cela va de l'intérêt supérieur de la nation, mais aussi c'est une pierre pour l'édification d'un état de droit que nous prenons tous. Monsieur Louis, Monsieur Louis, vous êtes praticien de droit. Après verdict, il y a Monsieur Vital Kamerhe. Malgré que ces jugements et ces Lobami. Alors, vous, en tant que technicien, quelle est votre petite analyse quant à ça? En tout cas, je n'ai aucun commentaire à faire. Le droit a été dit. Il est reconnu à tout justiciable lorsque il n'est pas d'accord avec les verdicts rendus par le premier juge d'exercer ses voies de recours. Le tribunal a tranché, le verdict a été prononcé. Il n'y a pas de commentaire à faire là-dessus. Il appartiendra aux condamnés d'exercer leur liberté publique, exercer le voie de recours, parce que ce sont les droits les plus légitimes qui leur sont reconnus. Merci, Monsieur Louis. Je n'ai pas là qui au loba moko par rapport à mon PPO et Zalikat Namboka, maladie à coronavirus. Quelle est votre analyse quant à cette épidémie? La pandémie wana ezali à solo, c'est pourquoi tout le bela qui a d'ailleurs en passant la ordonnance à état d'urgence au président de la République Azouaki va renouveler encore plusieurs fois. C'est pour dire que l'État tient à la santé publique. Et entre autres, il y a des réunions sur Bazo Landabiso, pour respecter les gestes barrières, l'attaque cache nayo, respecter distanciation